Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le récap film de mai et on commence tout de suite par le film que j'attendais probablement le plus au monde depuis l'enfance. Peut-être. Il y a peu de choses qui ont autant marqué mon enfance que Pokémon tous médias confondus. J'adore la licence Zelda, je suis hyper fan des Metroid Prime, mais on n'est pas sur le même niveau quand même. Les premiers Pokémon sont arrivés pile au moment où j'étais au primaire, donc je suis sûrement la génération la plus touchée en son cœur par Pokémon. Jusque-là, j'ai plutôt grandi normalement. Et je fais partie de ces gens frustrés par la licence et la Pokémon Company, du refus complet de faire grandir leur licence avec nous, avec des sujets plus adultes et plus matures au fur et à mesure, alors que les jeux baignent dans une sorte de positive attitude hyper bizarre, sachant qu'il y a plein d'anecdotes glauques au possible et horribles qui parsèment le jeu. Bref, on est là pour parler du film et en gros, il est très cool. Visuellement, il se fout pas du tout de notre gueule. On ressent qu'il y a une telle quantité de travail abattu sur les effets visuels. Les Pokémon sont magnifiques et gardent leur design cartoonesque un petit peu. Pokémon, on les reconnaît complètement, ils sont pas du tout modifiés, tout en ayant un aspect de peau, de poils, d'écailles, vraiment bien fait. Il y a eu un gros travail également sur le déplacement des Pokémon, c'est toujours naturel, et ils sont tous vachement bien intégrés à leur environnement. L'univers a vraiment été bien réfléchi. L'univers est également très respecté, il nous donne pour la première fois la ville et la vie des Pokémon et des gens qui vivent dans le monde de Pokémon en dehors des entraîneurs eux-mêmes. En l'occurrence, le héros, c'est un agent d'assurance et il doit avoir un putain de taf. En voyant le film, j'ai vraiment eu la sensation que c'était le monde de Pokémon le plus fidèle possible en termes d'ambiance et en termes de design par rapport au jeu. Mais de la même manière, le film souffre du même problème que les jeux. Il essaie de nier les aspects les plus sombres de sa propre histoire, alors que ça en fait complètement partie. Enfin, c'est complètement idiot. Non, il n'y a rien de sombre. On a un laboratoire génétique qui fait des expériences apparemment inhumaines, et puis tout est propre, tout est en parfait état, sauf que c'est censé être complètement abandonné, et puis tous les Pokémon dedans sont en parfaite santé. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Il y a des montagnes entières qui se déplacent, rien n'est détruit, personne s'en est rendu compte, tout le monde s'en fout. La montagne bouge. Et ce Pokéchino est dégueulasse. D'ailleurs, tout va tellement bien dans le meilleur des mondes que j'ai même pas vu de centre Pokémon. Pour parler du son, je trouve que les cris des Pokémon sont tous très réussis. Que ce soit ceux qui fassent des cris ou ceux qui disent leur propre nom, univers Pokémon. Tous les sons sont très réalistes, s'ils sont parfois compressés et à part certains moments précis, les sons en eux-mêmes sont très organiques et donc du coup font très vrai. Et maintenant parlons de la musique de Henry Jackman qui a composé précédemment pour Captain America Civil War, Kong Skull Island, Le Soldat de l'Hiver et les deux Kingsman par exemple. La musique est vraiment bien sur beaucoup de points. Ils reprennent pas texto les musiques des jeux vidéo, même s'ils y font des références, et à part certains passages de fanservice, genre la musique de Attrapez-les tous, le générique de Pokémon, qui sert de générique pour une émission ou un spot publicitaire, qui d'ailleurs passait vraiment bien en tant que tel. Il y a quand même certaines inspirations et certaines références, comme par exemple au démarrage d'un combat dans le jeu Pokémon, on a toujours ce passage avec des notes qui s'enchaînent très rapidement. Et si on n'a pas les mêmes enchaînements de notes, on a souvent ce genre d'effet où beaucoup de notes s'enchaînent avant un moment d'action. La référence au domaine du jeu vidéo se fait surtout sentir au niveau des instruments, et donc surtout le son du synthé principal qu'on entend pendant le film, qui est juste magnifique. C'est à la fois
un son qui rappelle les sons 8 bits des premiers jeux vidéo, tout en ayant un côté très moderne au niveau de la qualité du son. Et je sais pas comment il a fait, ça donne une identité au film et une qualité supplémentaire au film incroyable. La musique, elle a un côté onirique qui va très bien avec le fait que l'on découvre un univers Pokémon réaliste. Par contre, la musique confirme complètement ce que je disais sur le fait que la firme Pokémon refuse complètement d'accepter qu'il y ait la moindre part sombre réellement dans ses jeux vidéo et dans ses films. Au début du film, le héros se fait attaquer par une bande de Caphumains enragés, et cette scène, où il risque quand même la mort, parce que dans le monde de Pokémon, s'ils ont un Pokémon avec eux, c'est pour se protéger, parce que dans le monde sauvage, le moindre truc te tue. Et après, ils nient complètement les aspects dark de leur propre histoire. C'est filmé de manière scène d'action complètement, donc il y a quand même de la tension. Mais comment faire en sorte que du coup, il y ait la tension, mais qu'on n'ait pas l'impression que ce soit dangereux parce que chez Pokémon tout va bien? Ils ont fait une musique cartoonesque. Et ça, je m'en suis rendu compte avec deux gimmicks vraiment spécifiques à la musique cartoon. Cette descente un peu maladroite et très rythmée qui fait tan 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 tan, qu'on a dans tous les cartoons. À chaque fois. Et il y en a un deuxième du coup qui est vraiment spécifique là encore au cartoon ou à l'effet cartoon quand on veut en donner un. Quand on se dirige rapidement vers un endroit et qu'il y a un danger qui nous fait face, il y a un genre de klaxon qui fait avant de faire demi-tour. Et on a ça dans la musique assez clairement sur ce passage. Autant je m'en étais pas vraiment rendu compte quand j'ai vu le film, mais autant quand j'ai réécouté la musique, je me suis dit oh là 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 là, mais vous êtes sérieux? La musique, le film reste néanmoins très cool, et je vais pas en parler plus parce que je vous conseille quand même de le voir, que vous connaissiez l'univers Pokémon ou pas. Le deuxième film que j'ai vu en mai, c'est The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Je m'attendais clairement pas à ce que j'ai vu en rentrant dans la salle. Selon les bandes annonces, je m'attendais à avoir un film de zombies un peu marrant, pas aussi déjanté que du Zombieland, avec un aspect très Romero. Du coup, on a un film d'auteur perché de zombies, mais pas que, marrant, avec du brisage de quatrième mur. Ah oui, et c'est Est-ce que c'est un défaut? Subjectivement, oui, c'en est un. Objectivement, est-ce qu'on peut vraiment parler de défaut si c'est l'intention réelle du réalisateur? Ça se sent que tous les aspects de ce film sont très travaillés. Il n'y a pas un truc qui est là parce qu'ils n'ont pas fait exprès, ils se sont retrouvés avec un film comme ça. Vraiment, ce film a été conçu et réalisé pour que ce que t'es à la fin, c'est vraiment ce que voulait le réalisateur. Et c'est bizarre. Pour vous dire à quel point c'est lent, de temps en temps, on était là et avec des gens, on rigolait un peu nerveusement en se disant mais il est sérieux? Et oui, il l'est. Ma femme l'a complètement détesté dès le premier quart d'heure, et m'a détesté au passage parce que c'est moi qui avais plus envie de voir ce film, et je serai pas aussi sévère. Il est très lent, mais il a des moments cool, et des fulgurances complètement géniales, comme par exemple à la fin, comme Bill Murray nous fait une performance d'acteur incroyable, où il pète un plomb à la fois en tant que personnage et à la fois en plein dans le quatrième mur. J'ai trouvé ça complètement fou de réalisme. Mais bon, au final, je reste quand même mi-figue, mi-raisin. Mais bon, je pense que c'est la volonté du réalisateur. Je pense que le réalisateur voulait pas nous donner quelque chose où on serait complètement content. Clairement, il essaye de repousser certaines limites, et notamment sur la lenteur que peut se permettre un film avant d'être complètement ingérable. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau du son? Eh ben, de manière générale, un peu comme le film, il travaille le réalisme. Donc on n'est pas sur des sons qui sortent extraordinairement de l'ordinaire, sauf sur certains passages très très précis, encore une fois. Et les sons restent plutôt discrets et réalistes en eux-mêmes de manière générale. Je note par contre que, par exemple, la voiture du personnage d'Adam Driver fait quand même un son qui me fait un peu penser à un vaisseau Star Wars. Genre wink wink. Du coup, puisque j'aborde la musique, on peut parler du compositeur qui est Jim Jarmusch. Il n'est pas le... Si, c'est le réalisateur. On a assez peu de musique originale, genre 8-9, qui sont faites par le groupe Skirl,
qui est le groupe du réalisateur Jim Jarmusch. Et du coup, ils ont fait une musique où la guitare est quand même hyper présente, surtout au début du film, ce qui m'a fait penser un peu à The Last of Us, avec beaucoup de trémolo et de délai pour donner cet effet très étrange. Bref, on baigne dans l'étrange et l'atmosphérique, voire même de temps en temps un peu le contemporain. Il y a des moments où il y a juste le synthé qui fait très propre, bizarrement par rapport au reste de la musique, mais bon, la guitare est jamais vraiment très loin, avec du delay et de la reverb, évidemment, parce que... Ah oui, et évidemment, le synthé est très années 80. Ça m'a un peu fait penser à Stranger Things. Le groupe Skr lui-même sonne très garage de manière générale, c'est-à-dire avec un son comme si c'était enregistré dans une cave avec le... Ça sonne sale, mais encore une fois, c'est fait exprès, c'est complètement voulu. Ça se mélange bien au style de film d'auteur que c'est. Si ce que je vous dis, ça vous paraît étrange, c'est normal, c'est parce que le film lui-même est étrange, et donc du coup, tout est cohérent. Même moi. À côté de ça, on a aussi au moins 6 ou 7 fois la musique The Dead Don't Die de Sturgill Simpson, qui est un morceau de country complètement normal, cliché, d'une certaine manière. C'est un running gag dans le film, et mine de rien, entre ça et les quelques musiques de Skr, eh ben on n'a pas beaucoup de musique originale en fait pour le film. On n'a pas beaucoup de musique de manière générale, il y a plein de moments sans musique. Du coup ça dynamise pas des scènes qui pourraient l'être et ça paraît encore plus lent. Bref, voilà. Pour un dernier mot, c'était long et bizarre. Le dernier film vu en mai, Aladdin en live action, le remake de Disney, de manière pas du tout surprenante, tous les hommes qui étaient avec moi dans la salle de ciné étaient tous accompagnés d'un partenaire du sexe opposé. J'étais pas du tout contre l'idée d'y aller, mais clairement il y en avait un qui avait plus envie que l'autre. Et bah c'était bien, c'était fidèle à l'original tout en y mettant de la modernité, le projet était bien pensé, ça se voit, Will Smith fait un génie génial, très différent de celui du dessin animé, mais avec sa propre patte et sa propre personnalité, ça passe vraiment très bien. Juste, on a certains passages qui font très étranges, notamment les bras avec la CGI, qui font des mouvements étranges trop lisses pour être vraiment naturels. Surtout quand du coup, on a le même personnage, pas en CGI, qu'à des mouvements normaux. Les décors sont magnifiques, les costumes aussi, notamment les robes de princesse de Jasmine. La première était vraiment extraordinaire. Et je peux continuer, j'ai toujours envie de parler en long et en large des films, mais bon, il va falloir un peu accélérer. Je vais passer rapidement sur le sound design qui était discret et réaliste, même sur les passages du génie, qui est presque un peu dommage quelque part. Et en ce qui concerne la musique composée par Alan Menken, qui a composé pour plein de Disney, et notamment évidemment le Aladdin de 92, et incroyable, quelle coïncidence. Évidemment, les musiques de film sont surtout faites de reprises de l'original, en plus moderne, en plus fat, plus comédie musicale qu'un Disney vraiment au final. Qu'est-ce que j'entends par là ? Prenez par exemple la musique de Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. En réécoutant la version originale, je me suis rendu compte qu'en fait elle était plutôt simple, avec une basse, des percussions dont la batterie pas trop marquée, la batterie elle-même qui fait un rythme très basique pour faire ressortir justement le côté fanfare. Très simple. Du coup on a un truc vraiment léger, vraiment sautillant, très typé fanfare comme je disais. En plus, pour rester sur les percussions, on a les cymbales qui sortent particulièrement pour justement donner ce côté grandiloquent, presque kitsch de la fanfare. Et évidemment, puisqu'on est dans un Disney, on entendait surtout les violons et les voix qui sont les instruments de l'émotion. Et voilà, avec ça on a un truc très Disney, tout en restant très simple au final, avec assez peu d'instruments. Je pense que c'est notamment pour montrer que, malgré la musique de fanfare, au final ça se repose beaucoup sur du vent, puisque c'est sur la magie, Ababa n'existe pas, et Aladdin n'est pas le prince Ali. Dans la nouvelle version, je sais pas pourquoi, apparemment ils ont tenu à ce que ça sonne très pop-rock, donc du coup on a une basse et une batterie qui ressortent vraiment particulièrement, avec un rythme de batterie plus complexe, genre qui casse complètement le côté sautillant, cartoonesque de la fanfare. Et attention, j'ai bien dit batterie et pas percussion. Il y a un peu de percussion, mais on entend surtout la batterie, ce qui renforce encore le côté occidentalisation de la musique. La musique elle-même est également beaucoup plus compressée, donc on perd
beaucoup de dynamique et d'émotionnel qui font la patte de la musique Disney normalement. Et ce qui fait qu'elle ressort beaucoup comme une chanson CD, enfin, streaming, radio. Je sais pas ce que les jeunes ils écoutent aujourd'hui. Bref, du coup, on ressent beaucoup moins les envolées de violon et les envolées de voix. Et du coup, on perd beaucoup en émotionnel. C'est comme si c'était pas Disney qui avait fait le film, mais qui voulait faire genre c'est un Disney. C'est complètement con. Et du coup, ça m'a fait d'autant plus bizarre que le film commence avec Arabian Night, qui est une musique vraiment à la Disney, bon, en plus fat et en plus moderne, parce que on est au jour d'aujourd'hui, avec un orchestre très oriental, avec énormément de percussions. Il y a peut-être une batterie, mais c'est surtout les percussions qu'on entend, et des instruments typés qui profitent vraiment du mixage fat et moderne pour avoir des moments vraiment menaçants qui laissent présager de toutes les péripéties épiques qui vont se passer. Et là, dès le début, j'étais à fond dans le film. Et puis est venu le moment, et donc la musique féministe. Quand Jasmine dit « Non, je ne laisserai pas faire, je ne me tairai pas face à tant d'ignominie ». Tu veux bien arrêter de faire l'ambigu quand ça parle de féminisme ? Ça t'évitera de te justifier et de prendre des risques bêtement, hein ? Mais tu comprends pas, je mets de la tension, je mets du suspense. Bref, mon sujet c'est pas le féminisme, surtout qu'en plus Aladdin c'est le film de base qui a vachement plus de féminisme normal dedans, puisque en l'occurrence c'est Jasmine qui est déjà la princesse et c'est Ali le garçon qui doit se sortir de sa condition pour devenir prince et pouvoir épouser la princesse. Surtout qu'en plus, elle se laisse pas du tout faire, elle a déjà ses propres convictions. Bref, si vous me suivez, vous m'avez souvent entendu parler de cohérence, que les choses étaient cohérentes. Justement, là c'est un exemple de quand c'est pas cohérent. À titre d'exemple, toutes les autres chansons se passent en même temps qu'une action. Donc, la théorie de ma femme, c'est que ça se passe dans leur tête et que ça arrive pas vraiment. Toujours est-il que l'action se passe en même temps que les gens chantent. Notamment, par exemple, quand Aladdin s'échappe avec Jasmine du marché où ils se font poursuivre. Ils chantent pas dans leur tête et ensuite commence l'action. L'action se passe pendant qu'ils chantent. Et justement, l'action et le chant ont une influence sur ce qui se passe. Ça prend en compte les choses qu'ils sont en train de faire. Ça s'est passé en temps réel en quelque sorte. Et puis va savoir pourquoi, cette fois non. Ce qui se passe n'a aucun impact sur la réalité du film, puisque non seulement ça se passe dans sa tête, mais en plus de ça, à la fin de la chanson, on revient à l'instant exact avant le début de la chanson. Donc ce passage ne sert à rien. Enfin, ça ressemble complètement à un clip qu'on voit passer à la télé, mais pas à un passage de film. Ce qui fait très étrange, parce que justement, jusque-là, toutes les chansons étaient intégrées à l'histoire et à l'action même du film. Il a fallu qu'ils attendent le montage pour qu'ils se disent « Oh, merde, on a oublié une musique !» Et après toute cette musique où elle nous explique qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'elle veut faire, eh ben elle le fait. Genre, elle va voir le mec à qui elle parlait dans son délire pour lui dire à peu près la même chose qu'elle nous a dit en chanson. Pourquoi vous avez pas fait ce passage en chanson ? Alors ok, elle faisait que marcher jusqu'à ce mec pour le convaincre, mais enfin c'était propice. Ça servait à ça. C'était tellement simple de l'intégrer. Pourquoi ils ont refusé de le faire ? Ah, et évidemment, j'ai oublié de dire, cette musique-là, qui est complètement nouvelle, ne fait pas du tout Disney. Du tout. Tellement que j'ai dû chercher pour voir si c'était bien Alan Menken qui avait fait cette musique ou si c'était juste un autre mec. Mais non, c'est lui en plus. Dites-vous, c'est tellement différent que ça sonne pas comme une musique Disney, évidemment, mais ça sonne même pas comme une musique de film. On dirait une musique pop-rock avec 3 violons dessus. On a une batterie complètement cliché, joyeuse et libératrice. On a une basse et une guitare qui sont jouées sur toutes les croches. On a des nappes de violon histoire de faire genre, et puis la mélodie uniquement au chant. Comme je disais tout à l'heure, d'ordinaire dans un Disney, les instruments qu'on entend le plus, c'est le violon et la voix, parce que c'est les instruments de l'émotion. Ils sont construits comme une musique orchestrale. Les mots sont parfois découpés étrangement, mais c'est justement parce que la voix est un instrument d'orchestre, et c'est pas l'orchestre qui fait en sorte que ce soit la voix qui soit l'instrument principal. Un peu comme ça se faisait dans les vieilles chansons, par exemple d'Edith Piaf ou Charles Aznavour. Ce passage m'a complètement sorti du film, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, pour un dernier mot, voilà.
il était quand même bien, le film visuellement est très cool, on passe un bon moment devant, les acteurs sont plutôt bons, donc voilà, c'était cool quand même. Sur ce, c'est fini pour moi, je vous dis au mois prochain. Allez, ciao!